Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître un invité pour décrypter avec lui son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invité est un homme féministe, photographe et ancien champion de France de saut en hauteur, ce qui n'est pas très fréquent en politique. Né en 1971 dans le Morbihan, en Bretagne, son père est maire de Rédéné, 2000 habitants dans le Finistère. Petit, il traîne dans la salle du conseil municipal et n'arrive pas à dater le début de son engagement comme s'il avait toujours été là. En 2008, 36 ans, il suit les traces familiales, adjoint au maire de Quimperlé, au sud du département, 35 km de Concarneau, et une tentative d'être maire en 2014, il échoue de peu face au Parti socialiste. Entre-temps, il a pris sa carte au MoDem pour François Bayrou et l'élection de 2007. En 2012, nouvelle campagne présidentielle, il est conseiller à la communication visuelle, l'œil du réalisateur, lui qui a déjà fait des clips et des concerts de chanteurs. 2015, rapprochement du MoDem avec la droite, il claque la porte du mouvement centriste pour rejoindre 2 ans plus tard l'aventure En Marche. Élu député en 2017 de la 8e circonscription du Finistère, réélu 2 fois depuis. Que pense-t-il des premiers mois de François Bayrou à Matignon? Comment juge-t-il la situation politique et internationale? Il vient de passer 6 mois à enquêter comme député sur les violences sexuelles dans le milieu du spectacle et du cinéma. Il nous dévoile en avant-première les recommandations de son rapport. Bonjour Erwan Balanant. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous écouter. Comme chaque samedi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Je n'ai jamais rencontré de politique diplômée en art. Et vous ? S'il doit y en avoir quelques-uns peut-être. Enfin, il faudrait qu'il y en ait plus. Parce que je pense que la politique est un acte de création. C'est-à-dire écrire la loi, c'est un processus et un travail qui demande d'être créatif à mon avis. Parce que créer, c'est inventer des choses nouvelles. Et quand on fait la loi, il faut parfois inventer des choses nouvelles. Il faut parfois être un peu, un terme qui a été à la mode à un moment donné, disruptif. Mais je crois que c'est quelque chose qui pourrait être utile d'avoir plus de personnes issues de ces professions, artistiques et designers et tout, architectes, tous des gens qui créent à partir de la contrainte. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans le geste de création politique, on le fait à partir de la contrainte, comme en art en réalité. Vous êtes titulaire d'une maîtrise d'histoire contemporaine obtenue à Rennes 2, d'un Master of Art en 1997 à l'École nationale supérieure de création industrielle du London College of Printing, et vous êtes passé par l'École du Louvre. Qu'est-ce que ce parcours change pour vous, Erwan Balanant, dans votre rapport à la politique ? Les études d'histoire à Rennes 2, on connaît Rennes 2, c'est une université hautement politique, qui politise le discours, qui politise les gens. Et moi, j'ai beaucoup appris à Rennes 2. J'ai eu un prof que j'ai beaucoup aimé, Alain Croix, qui était un prof plutôt communiste, mais quelqu'un qui m'a appris le sens critique. Ensuite, les études de l'École du Louvre, ça donne une ouverture, une connaissance un peu encyclopédique, académique de l'art. Et puis, l'ENSI, les ateliers, donc qui est la grande école de design en France, moi j'ai fait les premières années des formations autour du design numérique. Et ça apprend une méthodologie de travail sur... vous avez des contraintes, vous avez un cahier des charges et vous devez répondre à une fonction, vous devez répondre à un besoin. Et c'est quelque chose qui me sert beaucoup en politique quand j'aborde les textes de loi et quand j'aborde le travail parlementaire. C'est-à-dire faire des constats, analyser et ensuite essayer de créer des dispositifs législatifs qui répondent à la demande et qui répondent évidemment aux citoyens. Ensuite, vous devenez photographe, puis réalisateur. En 2009, vous travaillez pour Florent Pagny, Marc Lavoine, Berry. Vous faites je le disais en introduction, des spectacles que vous réalisez, des clips également. À quel moment on passe de cette vie-là à député du MoDem à l'Assemblée nationale 8 ans plus tard ? Mais j'ai jamais quitté l'engagement politique. Vous avez parlé de mon père, qui était maire de la commune, mais ma mère a été pendant presque 30 ans présidente de la communauté Emmaüs sur la même commune. Et j'ai baigné dans ce qui est justement le sens politique de la vie, c'est-à-dire l'engagement pour les autres, et ça m'a jamais quitté en fait. Et même quand je me souviens que certains des moments dont vous parlez là, 2012, je me souviens, je travaillais avec Marc Lavoine,
d'avoine et j'avais essayé de l'embarquer à un des premiers meetings de François Bayrou, pas en 2012, même en 2007, je crois. Bon, voilà, ça m'a jamais quitté, en fait, la politique. Et il n'avait pas suivi? Ah, il était pas loin, mais non, il avait dit que son père, qui était un vieux communiste, lui aurait peut-être pas pardonné. En 2017, vous exposez à la Villa des Arts dans le 18e arrondissement de Paris un travail documentaire photographique sur les femmes en situation de grande précarité, une expo qui s'appelle « À la rencontre des femmes oubliées » avec la journaliste Héloïse Bouton. Vous avez suivi pendant 6 mois des maraudes des femmes en situation de grande précarité. Est-ce que là, vous mêlez votre engagement artistique et féministe, Erwan Balanant, et est-ce qu'en tant que député, vous avez pu le poursuivre, ce combat-là, pour ces femmes-là? Alors oui, parce que c'est le sens de mon engagement à la délégation aux droits des femmes pendant le premier mandat. C'était ces sujets-là. On a beaucoup travaillé sur les problèmes de précarité. On a beaucoup travaillé, et puis de façon plus générale, sur l'égalité femmes-hommes. Mais ce moment-là, qui est un moment assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est un moment de ma vie d'artiste qui était en train peut-être de décoller. C'est ma dernière expo, mon dernier vrai travail photographique avant d'être élu. Mais il était important parce que c'était un moment très émouvant de passer ces 6 mois, tous les jeudis soirs et les mercredis et les jeudis soirs avec elles dans leur quotidien. Et on en avait tiré une expo photo avec les textes d'Héloïse Bouton qui étaient des textes très, très beaux, très forts. Ça participe au travail parlementaire ensuite, d'avoir été un peu trempé dans le réel. S'il fallait prendre une photo pour illustrer la situation française ou internationale du moment, vous iriez où? Peut-être dimanche, place Vauban. Ce sera là. Ça sera là, oui. Je pense que c'est là qu'il faut aller pour voir cette énorme contestation de l'état de droit qui est en train de s'organiser dans notre pays par Marine Le Pen et ses affidés. Vous parlez du rassemblement de Jordan Bardella et Marine Le Pen après la décision de justice. Exactement. Il est vrai qu'il y a des interrogations. Et j'ai moi-même souvent exprimé des interrogations sur le seul sujet qui me paraît devoir être dans cette affaire sous notre observation. En principe de droit, toute décision lourde et grave en matière pénale doit être susceptible d'appel. Toute décision et de recours. Il se trouve que le seul point de l'exécution provisoire fait que des décisions lourdes et graves ne sont pas susceptibles de recours. Des décisions potentiellement porteuses de conséquences irréversibles ne sont pas susceptibles d'appel. Je l'ai dit comme citoyen à différentes reprises, par exemple pour le maire de Toulon. Je considère qu'il devrait y avoir possibilité, je considère comme citoyen qu'il devrait y avoir... Je suis citoyen. Voilà. Et donc, les principes du droit... Allez, s'il vous plaît. Et donc, les principes du droit font que les décisions de justice sont protégées, que les magistrats doivent être soutenus et que c'est au Parlement, lorsqu'il s'agit de s'interroger, de prendre ses responsabilités. François Bayrou, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mardi 1er avril, au lendemain de la condamnation dont on parlait, Erwan Balanant, de Marine Le Pen à 4 ans de prison, dont 2 fermes, inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Elle a fait appel de cette décision. Est-ce que dans l'enceinte de l'hémicycle, François Bayrou est citoyen ou Premier ministre? Il est Premier ministre. Quand on est Premier ministre... Il y a des règles qu'on doit rappeler, qu'il a rappelé d'ailleurs. Il l'a rappelé avant ou après, je ne sais plus exactement. La règle, et quand on est Premier ministre, il faut aussi rappeler ce qu'est une démocratie. Et aujourd'hui, on a des attaques frontales sur ce qu'est notre modèle démocratique. La démocratie, c'est des votes, effectivement, des citoyens qui votent pour leurs représentants, les députés. On a aussi le vote des sénateurs et l'Assemblée et le Parlement, et le Sénat, le Parlement font la loi. Les juges appliquent la loi
Et si à un moment donné, les citoyens et la pression citoyenne estiment que la loi doit changer, on peut imaginer changer la loi. Mais jamais, jamais, on ne critique la décision des juges. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'a fait François Bayrou. François n'a aucun moment critiqué les juges. Il a quand même pas fait critiqué savoir... le jugement, il a critiqué le dispositif qui permettait le jugement. Il a quand même fait savoir par son entourage qu'il était, je cite, troublé par cette décision. Était-ce bien son rôle en tant que Premier ministre ? Oui, alors moi je l'ai dit, j'ai pas été troublé. Moi je le dis, ce qui vient de se passer, malgré les attaques de Marine Le Pen qui dit que c'est un déni de démocratie, c'est tout le contraire en fait. C'est le schéma démocratique qui vient de se dérouler. C'est-à-dire les juges, au nom du peuple français, ont appliqué les textes qui sont les textes qui sont le droit positif, qui est le droit positif. Ils n'ont rien fait d'autre que cela. Et toute attaque sur les juges, plus des attaques en plus parfois personnellement sur des juges, sont inadmissibles. Et ce qui est en train de se produire avec la manifestation de dimanche est une attaque frontale à la démocratie pour moi. Et c'est quelque chose qui s'organise au niveau international en ce moment. Les premiers soutiens de Marine Le Pen ont été des personnes qui, dans leur pays, ont remis en cause l'état de droit, l'ont transformé. Je pense à la Hongrie, pardon. Je pense à Elon Musk. Je pense à un certain nombre de personnes qui, aujourd'hui, dans une sorte d'organisation internationale d'extrême droite, pour ne pas dire internationale fasciste, sont en train d'organiser une remise en cause totale de notre modèle démocratique occidental. On voit que les mots ne sont pas du tout les mêmes que ceux de François Bayrou, qui est dans votre parti. Pourtant, regardez, en janvier, par exemple, ce qu'il disait, il estimait que ces procès visant le MoDem comme le RN, parce qu'on va en parler, le MoDem a aussi été condamné pour les mêmes faits. Ces procès étaient fondés, je cite, sur une accusation injuste, disait François Bayrou. Alors, François Bayrou, sur cette question, il pense qu'un attaché parlementaire fait automatiquement de la politique. Et pour le coup, il n'a pas tout à fait tort. Et la frontière est subtile. Vous avez dit que le MoDem a été condamné pour les mêmes faits. Non, pas du tout. Le MoDem, la condamnation, elle est minime sur une somme qui n'a rien à voir avec les 4 millions 100. C'est 300 000 euros 200 000 euros. 200 000 euros. Il y a eu quelques condamnations. Il y a eu quelques condamnations qui sont plus de l'ordre des erreurs de calibrage d'un certain nombre de contrats. Chez nous, nous avions décidé d'avoir des contrats quand vous étiez attaché parlementaire. Si vous travailliez pour le parti, vous aviez un double contrat et donc vous étiez à mi-temps pour l'un et à mi-temps pour l'autre, que ça soit clair. Et c'est ça a été reconnu par la juge pour le cas du MoDem, qu'il n'y avait pas eu d'organisation de détournement d'argent public au MoDem. Il y a eu quelques erreurs, mais pas d'organisation. Et c'est toute la différence. Est-ce que François Bayrou, s'il a cette attitude dans cette histoire, c'est aussi parce qu'il serait jugé parti ? Parce qu'il a été relaxé en première instance, mais le parquet a fait appel pour son cas à lui. François Bayrou a très mal vécu ce procès sur le MoDem, parce que c'était des accusations qu'il a qualifié d'injuste et qui, je pense, pour le cas du MoDem, était assez injuste. La preuve, on n'est pas au niveau de détournement massif comme 4 millions 100, je rappelle, 4 millions 100. Avec en plus une organisation qui est quasi militaire pour le faire et qui est assumée. Et c'est ça qui est grave chez Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est ce qui explique en partie la décision des juges sur la sévérité. C'est que c'est assumé. Et chez nous, on a toujours été très vigilants sur l'argent public et sur ces contrats, et sur cette difficulté d'avoir des gens qui travaillent effectivement pour un parti et en même temps pour un parlementaire, ce qui est assez souvent logique. Et on avait fait des doubles contrats. Donc on était dans quelque chose de profondément différent et François Bayrou l'a particulièrement vécu, oui. Alors est-ce que c'est ce qui explique son trouble ? Peut-être, évidemment. Mais je crois qu'en tant que Premier ministre, il l'a fait, il a bien rappelé qu'on ne conteste pas les décisions de justice, sauf quand on est mis en cause et qu'on peut évidemment faire appel. Est-ce qu'il y a un cordon sanitaire entre le MoDem et le RN ? Je vous dis ça, Erwan Balanant, parce que François Bayrou est assez clément parfois avec Marine Le Pen. Il lui a donné son parrainage à la présidentielle en 2022. Juste avant ce jugement de lundi dernier, ils échangeaient ensemble sur la proportionnelle. Il voulait accéder à sa demande de créer une banque de la démocratie. Est-ce qu'il y a des liens entre vos partis ? Alors la banque de la démocratie, c'est nous. C'est nous qui l'avons
proposée il y a très longtemps, et Marine Le Pen a souhaité la reprendre. Ce qu'il y a, le cordon sanitaire, il est total sur les idées du Rassemblement national. Chez nous, vous n'aurez pas un parlementaire pour être bienveillant vis-à-vis des idées du Rassemblement national. Nous les combattons, et nous les combattons avec force et détermination tout le temps. Mais ce que exprime là François Bayrou, je pense, c'est cette idée de se dire que c'est une famille politique française et qu'elle a le droit de s'exprimer. Mais oui, elle a le droit de s'exprimer, mais il faut qu'elle s'exprime dans le cadre de nos institutions et en respectant nos institutions. Marine Le Pen a déposé un projet de loi constitutionnelle le 25 janvier 2024, il n'y a pas très longtemps. Et ce projet de loi constitutionnelle dépaisse complètement notre 5e République. Et on ne l'a pas dit assez. Et ces gens-là, le Rassemblement national n'a qu'une idée, c'est de faire écrouler notre système démocratique et notre système de valeurs. Mais justement, en accédant à sa demande, si le Premier ministre le fait sur la proportionnelle, n'est-ce pas lui faire un cadeau ? C'est la proportionnelle, pour moi, on en a déjà parlé ensemble dans d'autres émissions, je pense que c'est un système qui est un système juste, qui est un système qui permet de travailler en coalition, qui est un système qui permet d'avoir de la nuance en politique. Donc oui, il faut faire la proportionnelle, mais il ne faut pas toucher au reste. Et c'est ce que veut faire Marine Le Pen, c'est toucher au reste. Marine Le Pen n'a pas besoin de la proportionnelle pour arriver au pouvoir, hélas. France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine. Il y a un moment donné, ça va. Non, mais là, Si c'est mon procès, je me taille tout de suite. Mais déjà, vous êtes dans une commission d'enquête, monsieur Non, mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi ? Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Comment ça bien Besnéard ? faire ? Un extrait de l'audition de Dominique Besnéard, agent artistique face à Sandrine Rousseau, qu'on a entendu, la présidente de cette commission d'enquête, et vous, Erwan Balanant, qui êtes le rapporteur de la commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma le 17 mars dernier. C'est pas exactement ça son intitulé. C'est sur l'ensemble des milieux artistiques, la publicité, l'audiovisuel. Ça a duré 6 mois. Vous avez été mobilisé avec elle, vous avez interviewé 90 personnes, dont des acteurs très connus, des syndicats, des petites mains de ces milieux-là. Que faut-il retenir de ce rapport ? Ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que ce monde de la culture, spectacle vivant, cinéma, la mode, la publicité, la musique, est à l'image en réalité de notre société. C'est-à-dire une société encore sexiste et une société patriarcale. Mais dans ce milieu-là, par l'organisation, par la difficulté de faire ce métier, par le fait que certaines personnes font ce métier par passion, il y a des choses qui se passent encore plus graves. Vous avez aussi de l'omerta. Et donc, en réalité, c'est le reflet de la société, mais un reflet amplifié. Mais c'est un monde aussi qui a pris conscience qu'il fallait qu'il change, qui a déjà engagé un certain nombre de changements, c'est ce que l'on constate dans le rapport, mais on a besoin d'amplifier les décisions qui ont été prises, on a besoin d'aller beaucoup plus loin en fait, parce que ce monde on peut pas avoir une exception culturelle française qui devient une machine à broyer des talents. Et vous allez très loin dans ces 87 recommandations. Encadrer les castings en rendant obligatoire leur organisation dans des locaux professionnels pendant les heures ouvrables en présence de 2 personnes au moins, avec interdiction de demander aux comédiens de se dénuder et de leur faire réaliser des essais sur la base de scènes d'intimité ou à caractère sexuel, sauf si un coordinateur d'intimité est là. Déclarer obligatoirement l'ensemble des castings organisés auprès des pouvoirs publics. Encadrer le contrôle des productions qui emploient des enfants. Est-ce que le milieu du cinéma va totalement changer après, si les recommandations de ce rapport sont appliquées? Moi, ce rapport, il y a 87 propositions, il y a des propositions fortes, il y a des propositions d'ajustement. Moi, je le fais avec beaucoup d'humilité, je le pose sur la table du débat. Et je dis maintenant, professionnels du monde de la culture, c'est à vous de vous en saisir. Et travaillons ensemble pour faire évoluer le cadre et aller vers une loi qui encadre un certain nombre de choses. Je pense qu'on doit mieux encadrer la situation des mineurs. On
on constate qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas. On doit coordonner un certain nombre de productions qui ont besoin d'être mieux formées encore. Ça s'est fait, mais ça doit être fait encore mieux. Et puis, on a un petit sujet aussi sur les agents qui aujourd'hui sont des personnes qui doivent accompagner les acteurs, les actrices et qui ne le font peut-être pas suffisamment sur le point de l'accompagnement quand ils ont été victimes ou quand ils se sentent en souffrance face à quelqu'un. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais je le dis vraiment humblement, c'est aussi à ce milieu de changer pour être exemplaire, parce que s'il est le reflet de la société, il peut aussi être un miroir d'une société qui se transforme et une société qui sort de ce patriarcat qui lui fait tant de mal. Est-ce que vous vous attendez à des réactions diverses et variées pour la réception de ce rapport? Est-ce que vous savez à qui il va plaire, à qui il va déplaire? Et c'est peut-être aux réalisateurs que je m'adresse. Quand on lit par exemple la recommandation numéro 64, donner obligatoirement aux talents un droit de regard sur le montage des scènes faisant apparaître leurs parties intimes. Mais ça me paraît assez normal, je pense. Vous ne croyez pas que les réalisateurs vont se dire Non. que leur liberté artistique est Mais entravée? la liberté artistique, elle est encadrée par un code du travail, par des règles. Si vous avez quelqu'un, une femme ou un homme qui ne souhaite pas qu'on voit ses parties intimes, c'est tout à fait logique qu'elle le dise. Et si il y a une Là, autre c'est un droit de proposition, regard sur le montage. oui, mais il y a une autre proposition qu'il faut contractualiser les choses et qu'il faut mieux storyboarder les choses. C'est-à-dire que les scènes d'intimité doivent être cadrées. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une actrice, lui dire « on ne verra pas tes seins ». Et que l'actrice découvre dans les rushs et dans le film final ses seins. C'est pas possible. Donc c'est tout simplement... Ça se passait... Bien sûr. Bien sûr, vous avez le témoignage d'Anna Mougladis dans la commission d'enquête qui nous dit qu'elle ne souhaitait pas que l'on voit son sexe, et son sexe est vu tellement vu qu'il est même dans la bande-annonce du film. Donc ça, c'est pas un droit de regard, c'est juste du bon sens. Certains acteurs comme Pierre Ninet, Jean Dujardin, Pio Marmaille ont demandé le huis clos. Pourquoi le leur avoir accordé? Qu'avez-vous appris dans ces auditions à huis clos qui n'auraient pas pu être dit publiquement? Alors, on a auditionné les grandes actrices françaises à huis clos. Donc il était assez logique, en parallélisme des formes, que les hommes, qui sont ces grands acteurs aussi, soient à huis clos. Moi, je regrette parce que leur audition était très intéressante sur cette différence justement de perception entre les femmes et les hommes sur ce milieu-là. Les hommes n'ont pas vu pendant très longtemps que des femmes étaient en souffrance, que des femmes étaient agressées sexuellement. Et cette omerta, ces non-dits sont assez révélateurs aussi. Et les hommes, moi je leur ai posé la question, est-ce que vous pensez qu'à certains moments vous avez été un peu inapproprié, un peu lourd? Parce qu'on l'a tous été. Quand on est un homme, quand on a été élevé dans cette société patriarcale, on a tous, les garçons, eu des rapports aux femmes qui sont un peu lourds. Il faut l'admettre. Et ils l'ont admis, et ils ont dit on va changer. Et je trouvais ça intéressant. Et ce milieu, ce monde et ce pays changera si les hommes aussi changent. Gilles Lellouche, en effet, parce que les auditions étaient à huis clos, mais les comptes rendus sont publics. Oui. Et Gilles Lellouche, réalisateur et acteur, a dit en effet, si je dois faire une radioscopie de mes comportements, c'est sûr que j'ai dû être lourd, c'est évident. Ouais. Peut-être un dernier mot, c'est la recommandation numéro 3, mieux mettre en avant le travail des femmes artistes oubliées par l'histoire de l'art. Pourquoi est-ce important et quel est le lien avec les violences sexuelles? Parce que ces grandes femmes artistes sont des rôles modèles. Et sont les rôles modèles pour d'autres femmes et pour les petites filles d'aujourd'hui. Vous savez, par exemple, j'ai découvert récemment que la sœur de Mozart était une très grande interprète, était peut-être aussi douée que son frère. On l'a obligée de se marier et elle n'a jamais fait de carrière. C'est dommage. C'est dommage tout simplement pour l'art, parce qu'on perd un potentiel incroyable. C'est aussi pour ça que je pense qu'il faut changer. Alors, Erwan Balanant, pourquoi rejoignez-vous en 2007 le MoDem ? C'est une bonne question. Parce que je suis profondément démocrate et que ça s'appelle le mouvement démocrate et que j'ai toujours eu cette idée que la démocratie était le meilleur des systèmes pour notre pays, mais que c'était aussi un système extrêmement complexe. Et le mouvement démocrate est une vieille émanation d'un vieux parti qui est le Parti populaire démocrate, fondé par un certain nombre de députés dans les années 20,
qui se mettait sur une voie un peu centrale, justement, entre l'internationale socialiste et le capitalisme galopant qui était en train aussi d'exister, et qui est le parti qui a créé le mouvement politique via Sangnier, qui a créé les mutualités, qui a créé le mouvement coopératif en France. Et cette idée de se dire que la coopération entre les hommes, le respect de la personnalité humaine, pouvait s'inscrire dans une économie de marché. Et ça m'intéressait. Et François Bayrou, à l'époque, avait fait un certain nombre de discours qui m'avaient intéressé. Et j'ai adhéré au MoDem en 2007, suite à l'élection de 2007, où François Bayrou a failli arriver au second tour. On l'oublie parfois. Et en 2015, vous le quittez, ce parti? Oui, parce que j'étais plus tellement en phase avec certains accords qui avaient été faits, dont l'accord avec Wauquiez dans le Rhône-Alpes à l'époque. C'était une alliance avec LR pour les élections régionales. Ouais. Approuvé par les adhérents, vous claquez la porte. Mais aujourd'hui... Mais je claque la porte gentiment en réalité. Je prends mes distances et puis je me dis peut-être que je vais mettre entre parenthèses mon parcours politique. Et ça a été un moment où je me suis dit peut-être qu'il faut penser à autre chose que la politique, parce que ça devient très vite une obsession dans une vie, la politique. Et ça peut avoir des conséquences sur votre vie professionnelle et même parfois sur votre vie familiale. Et donc c'était un moment où j'avais besoin de prendre du recul, mais force est de constater que j'ai pas pris du recul très longtemps et que j'ai été rattrapé en 2017 par la patrouille. Et alors en 2017, vous allez aux législatives que vous aviez déjà raté une fois, cette fois-ci sous bannière En Marche. Non, en réalité, non. Mais ça, c'est une grande confusion. Ça circule beaucoup sur le net. Oui, ça circule, mais alors non. Vous n'avez pas été élu sous bannière En Marche. En Marche, à l'époque, c'était le parti d'Emmanuel Macron et le MoDem. C'était l'ensemble qui s'appelait En Marche. Et il y avait un accord ensuite pour avoir un groupe qui allait s'appeler Ensemble. C'était Ensemble pour la République d'ailleurs. Il y avait le parti En Marche et MoDem. Et ça a beaucoup changé de nom. Ça a beaucoup changé de nom. Et voilà. Et moi, il était clair, pour moi, c'était évident que je rejoignais le groupe MoDem s'il y avait un groupe MoDem. Est-ce qu'il a bien fait, François Bayrou, en 2017, de se retirer de la course à l'Élysée pour Emmanuel Macron? Oui, je pense, oui. Oui, je pense, parce que ça a permis à Emmanuel Macron d'être élu. Je pense que c'était évidemment la meilleure des solutions pour le pays à ce moment-là. Et voilà, et maintenant, c'est parfois plus difficile, mais c'est plus difficile parce que l'usure du pouvoir. Mais je crois qu'on est quand même dans les bonnes intuitions en réalité, et que ce pays a redémarré en partie. Tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a des choses qu'on a mal faites. A redémarré, vous dites, depuis Emmanuel Macron ou depuis François Bayrou? Non, depuis Emmanuel Macron, depuis 2017. Vous partagez ce que dit Édouard Philippe, que rien d'important ne sera fait en 2 ans? Je me suis un peu fâché quand j'ai entendu ça, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, et puis les Français ne peuvent pas attendre 2 ans sur plein de sujets. Ils ne peuvent pas attendre 2 ans sur la question de la santé, sur la question de l'éducation nationale. Ils ne peuvent pas attendre 2 ans, les Français. Donc il faut qu'on avance sur un certain nombre de sujets, et d'ailleurs on l'a fait. On l'a fait depuis l'élection législative de 2024. Beaucoup de sujets ont avancé pour les Français, beaucoup d'ajustements ont été faits, et il faut continuer. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez pris vos distances avec le MoDem pour une alliance électorale avec LR. Aujourd'hui, quand Bruno Retailleau, par exemple, est ministre de l'Intérieur, quand le Premier ministre parle de sentiment de submersion migratoire, est-ce que vous vous dites que c'est le pays qui s'est droitisé? C'est vous qui avalez plus de couleuvres en vieillissant? Non. Comment vous analysez ces 2 phénomènes entre 10 ans après, quoi? Oui, mais parce que on est dans un autre moment politique. On est dans un moment politique où on a une montée des radicalités qui demande à l'axe républicain et démocrate de faire union. Moi, je souhaite qu'on travaille avec aussi les sociodémocrates. Moi, je pense que dans ce moment difficile, cet arc central, il doit aller des républicains modérés jusqu'aux sociodémocrates, voire même vers certains écologistes et certains communistes. Je pense qu'il faut retrouver l'esprit du CNR, du Conseil national de la résistance. Nous sommes dans un moment où les personnalités politiques qui croient en notre système de valeurs, qui croient à ce qui est la France en réalité, doivent s'unir. De LR au Parti communiste? Oui, pourquoi pas. C'est pas la voie toute tracée pour le populisme? Non, je crois pas, au contraire. C'est la voie pour
pour justement faire baisser les radicalités dans notre pays. Je crois que nous sommes dans un moment où on, entre guillemets, je vais employer un mot grossier, on s'engueule trop dans ce pays. On n'arrête pas de s'invectiver. Et je crois que le moment peut-être est à une absolue nécessité de trouver du consensus, de discuter. Et sur beaucoup de sujets, on n'est pas si éloigné. Sur beaucoup de sujets, on n'est pas si éloigné. On a des différences et on les aura toujours et il faut les respecter. Et c'est aussi ça la démocratie. Mais on ne peut pas continuer dans ce moment qui est d'un moment de tension extrême au niveau international à être aussi divisé à l'intérieur de notre pays. Sens politique, l'archive de l'invité. Oui, en France, l'accès à l'IVG est garanti par la loi Veil. Oui, la juridiction constitutionnelle l'a considéré comme conforme à la Constitution. Oui, notre bloc de constitutionnalité, en particulier l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, reconnaît la liberté de la femme. Oui, la loi du 2 mars 2022 est venue renforcer l'accès au droit en portant à 14 semaines de grossesse le délai de recours à l'IVG. Et fort heureusement, aucun parti politique français n'a verbalisé à ce jour son souhait de revenir sur la loi Veil. Mais devons-nous nous accommoder de cet état de fait au motif que notre Constitution n'aurait pas de vocation à cataloguer des droits individuels ? Quelle difficulté y aurait-il à renforcer en ces temps troubles les gages donnés à la préservation des droits reproductifs et sexuels des femmes ? Rappelons que si nous débattons aujourd'hui, c'est que justement ce droit à l'IVG ne bénéficie pas de la protection la plus forte qui soit, son inscription dans notre norme suprême, la Constitution. C'est votre voix, Erwan Balanant, qu'on entend, député MoDem à la tribune de l'Assemblée nationale pour la constitutionnalisation de l'IVG le 24 novembre 2022. Vous parliez des divisions, des engueulades. Voilà un moment où il y avait une forme de consensus. Exactement. En réalité... Je fais cette DG parce que je suis l'auteur de l'amendement qui DG, c'est discussion générale. Parce que plus loin dans le texte qu'on va étudier, j'ai réussi à trouver un consensus sur un amendement que je dépose et qui est repris par l'identique par les partis du bloc central et que Mathilde Panot, qui porte ce texte, dit qu'elle va le voter. Et on trouve un consensus qui permet de faire redécoller la question. Et je crois que c'est l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que parfois, nous pouvons trouver des solutions pour avancer sur des projets. Et là, c'était un projet qui est un projet vital pour les femmes et un projet de droit. Et maintenant, nous l'avons constitutionnalisé. Et ce n'est pas rien. Et tout ça, c'est un travail qui a été fait parce qu'on a pris le temps, on a discuté, malgré nos différences, malgré parfois les conflits qu'on peut avoir. Il y a des sujets sur lesquels on peut se retrouver sur l'essentiel. Et moi, je crois qu'il faut le faire plus souvent sur plus de sujets. Le 8 mars 2024, l'IVG est donc inscrite dans la Constitution. Vous étiez au Congrès de Versailles. Ce n'était pas arrivé à une révision constitutionnelle depuis 2008. Quel souvenir gardez-vous de ce moment-là ? Moi, un grand moment de fierté, en fait, parce que je sais avoir été acteur de ce moment. Et dans une vie de parlementaire et dans une vie de politique, avoir été un des acteurs d'un changement de la Constitution, c'est pas rien. Et surtout sur ce sujet, qui est un sujet qui dit beaucoup de choses sur notre pays. Nous sommes le premier pays à l'avoir constitutionnalisé. Et si nous le faisons, c'était aussi en réaction à aux arrêts de la Cour suprême aux États-Unis, qui remettaient en doute et en cause ce droit pour les Américaines. Et ça, je trouve, c'est aussi pour ça que je vous ai proposé cette archive, c'est que ça fait énormément écho à ce qui se passe partout dans le monde. C'est-à-dire que souvent la France peut avoir un rôle moteur et quelque part être un modèle pour d'autres démocraties. Avec modestie, évidemment, on a encore beaucoup de défauts dans notre pays, mais au moins sur la question des valeurs, des droits humains, je crois qu'on doit continuer ce travail d'être un peu un phare pour l'ensemble du monde. Vous avez d'ailleurs dit à France Bleu à l'époque, ici aujourd'hui, que vous étiez favorable à des changements constitutionnels. Oui. Il y a beaucoup de changements constitutionnels à voir. Il y en a un en particulier sur l'article 89. La révision. La révision. Pour dire explicitement dans l'article 89 qu'on ne peut pas réviser
la Constitution par l'article 11, aucun autre article que la 89. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de révision constitutionnelle par l'article 11. C'est un peu technique. Ce qu'a fait De Gaulle. Ce qu'a fait De Gaulle, mais dans un autre contexte. Vous voulez l'inscrire pour que personne ne le fasse? Je veux l'inscrire pour personne. Qu'est-ce qui vous inquiète derrière tout simplement le projet constitutionnel de Marine Le Pen. Et j'invite tous les citoyens français à lire ce petit ouvrage, qui est un ouvrage de Pierre-Yves Bocquet, La Révolution nationale en 100 jours et comment l'éviter. Dans ce texte, il explique comment, en 100 jours, Marine Le Pen peut complètement renverser nos valeurs, complètement renverser notre démocratie en France. C'est clair comme de l'eau de roche, et je crois que tout le monde devrait le lire. Et beaucoup de personnes devraient s'inspirer. Et moi, je pense qu'on doit faire une révision constitutionnelle pour cet article 89. On trouverait le soutien des sénateurs, parce que si Marine Le Pen fait son œuvre, les sénateurs sont mis au banc et ne serviront plus à grand-chose. Elle ne veut plus du Sénat. C'est pas qu'elle veut plus du Sénat, mais si à partir du moment où elle met en place cette réforme, où il y a 17 articles de la Constitution modifiés, 6 articles nouveaux, c'est pas rien. On sort de la Ve République avec ce projet de Marine Le Pen du 25 janvier, déposé le 25 janvier 2024. Une question d'Esteban qui nous écrit à Marseille sur Instagram. À votre avis, quelles seraient les bonnes questions à poser en référendum ? Alors c'est un sujet compliqué parce que moi je pense que certains grands sujets de société pourraient être interrogés par référendum, mais moi je me méfie beaucoup du référendum. Je trouve que le référendum a ce côté plébiscitaire qui souvent tombe à côté de la vraie question. Et donc, pourtant vous défendez la Ve République, ouais, je défends le référendum en pilier. Oui, mais je pense que la Ve République est un modèle d'une souplesse incroyable. Elle est solide, mais je pense qu'elle a quelques ajustements à avoir. Et par exemple, je pense que nous pourrions, l'article 11, l'améliorer pour qu'on puisse avoir des vrais référendums d'initiative populaire. Ça serait quelque chose d'intéressant qui aujourd'hui n'est pas vraiment le cas. Dans votre réforme constitutionnelle, est-ce que vous mettriez l'amendement que vous aviez déposé une fois pour supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel direct ? C'était un amendement de provocation pour juste rappeler que nous sommes dans une vision de la Ve République qui n'est pas à l'esprit de ce qu'elle était initialement. La Ve République n'était pas un régime présidentiel. La volonté du constitutionnaliste à l'époque était de faire un régime parlementaire, on va dire tempéré ou modéré. Et aujourd'hui, c'est plus le cas par la pratique. Le président de la République, quel qu'il soit, et c'est pas du tout un jugement vis-à-vis du président actuel et d'Emmanuel Macron, a trop de pouvoir ou on attend trop de lui. Et notre président de la République, ou peut-être j'espère un jour notre présidente de la République, est souvent l'homme ou la femme providentielle et devient très vite l'homme ou la femme pestilentielle. Et c'est un vrai sujet, je trouve. C'est ce côté, on attend beaucoup d'un homme, donc on en attend trop, et cet homme, c'est pas qu'il va décevoir, c'est que l'usure du pouvoir, la difficulté du pouvoir fait qu'il devient haï, et ça bloque le pays, et c'est pas satisfaisant. Et je pense que le retour à un parlementarisme, à des parlementaires qui peuvent faire œuvre collective, serait mieux pour notre pays. Donc c'est un amendement de provocation, mais dans le même temps, vous pensez qu'il a trop de pouvoir, ce président de la République, à vous entendre, Erwan Balanant ? Les pratiques constitutionnelles, les pratiques institutionnelles qui se sont mises en œuvre en réalité depuis 1962 et l'élection au suffrage universel du président sont pour moi problématiques, oui. Oui, je pense qu'un Parlement fort, il n'y a pas de démocratie forte sans Parlement fort. Et notre Parlement n'est pas assez fort parce que le président est trop fort. Mais je ne parle pas d'Emmanuel Macron, c'était la même chose pour M. Sarkozy, c'était aussi la même chose pour M. Hollande et c'était la même chose pour les autres. Il faut lui enlever par exemple le pouvoir de nommer le Premier ministre, selon vous, pour qu'il émane directement de l'Assemblée ? Non, je ne pense pas, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de ça peut être à iso-constitution, cette histoire-là. Hein. Le vrai chef de l'exécutif dans notre pays, c'est Matignon. C'est le président le Premier ministre. Sur le papier. Sur le papier, mais normalement, ça l'a été à un autre moment. Ça l'a été pendant la cohabitation de Jospin. Jospin était le chef de l'exécutif. Et je pense qu'il faut retourner à cette idée-là, oui. Est-ce qu'il a bien fait, François Bayrou, en décembre dernier, de tordre le bras d'Emmanuel Macron pour être nommé à Matignon ? Je ne sais pas s'il lui a tordu le bras, déjà.
En tout cas, je pense qu'à ce moment-là, et ça a été prouvé par la suite parce qu'on a réussi à avoir un budget alors qu'on pensait que tout était bloqué, je pense que c'était l'homme de la situation, oui. Un dernier mot peut-être sur un sujet qui vous est cher, Erwan Balanant, c'est le harcèlement scolaire. Mmh. Vous aviez remis un rapport, décidément, vous n'arrêtez pas de faire des Non, rapports. j'ai fait une loi aussi sur le Oui, harcèlement une loi, scolaire. mais vous aviez aussi fait un rapport en 2020. Une proposition de loi adoptée quasiment à l'unanimité, 2 abstentions. Je dis toujours qui sont ces... Oui, je sais, mais je ne vais pas vous le dire. Bon, c'était une proposition de loi pour faire un délit, pour transformer le harcèlement scolaire en délit. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale a fait une enquête en 2024 qui dit que plus d'un enfant par classe est concerné. Les propositions que vous faisiez, donc le délit, la distribution d'un livret de sensibilisation aux outils numériques pour les parents, la formation de l'ensemble des membres de la communauté scolaire, où en sont-elles ? Alors déjà, la création du délit, c'était le dernier point d'un texte de loi, qui est un texte de loi qui était jugé important sur ce sujet, qui donnait aussi des obligations de prévention à tous les établissements et des obligations d'accompagnement des victimes et des auteurs. Et ça, c'est en cours de mise en place. Et moi, je souhaite qu'assez vite, on puisse évaluer cette loi, parce que c'est aussi le travail des parlementaires d'évaluer le travail qu'on a fait et sa déclinaison pour peut-être encore adapter. Parce que le harcèlement scolaire est un fléau pour notre société. Un enfant qui est harcelé est un enfant qui perd confiance en lui, il perd confiance en ses camarades, il perd confiance en l'institution scolaire et en réalité il perd confiance en la société et on ne peut pas tolérer cela. Est-ce que pour vous, ce sont les réseaux sociaux qui aggravent ce phénomène ou ça s'explique par d'autres facteurs ? Les réseaux sociaux sont évidemment un facteur aggravant parce que les réseaux sociaux n'offrent aucun répit à l'enfant. Quand vous étiez harcelé à l'école, avant, vous rentriez dans le cocon familial, vous trouviez un moment de répit. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est permanent et surtout, ça peut devenir massif. Souvenons-nous de l'affaire Mila. Mila, c'est du harcèlement qui est devenu international. Et quand vous avez 15 ans, c'est impossible de résister à cela. Merci Erwan Balanant, député du Modem, d'être venu dans Sens Politique. On pourra lire donc l'intégralité de votre rapport avec la présidente Sandrine Rousseau, publié mercredi prochain sur les violences sexuelles et comment lutter contre ces violences sexuelles dans le milieu du spectacle et du cinéma. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Je rappelle pour toutes celles et ceux qui nous posent la question sur le choix de nos invités que nous respectons les règles de l'ARCOM qui imposent le pluralisme en fonction des forces politiques représentées au gouvernement et au Parlement, y compris hors période électorale. Merci à Léa Varin qui m'a aidé à préparer cette émission, accompagnée d'Anne-Claire Bazin cette semaine, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Marie-Claire Oumabadi, à la vidéo Ruben Karmazine. Très bel après-midi sur France Culture, à samedi.